Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur France 3 Corse via Stella. Et à la une, la situation sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 avec ce nouveau tour de vis attendu, retour du masque dans les lieux publics, 3e dose pour tous ou encore renforcement du pass sanitaire. Le ministre de la Santé tiendra une conférence de presse demain, mais le porte-parole du gouvernement s'est déjà exprimé. On l'écoute. Le constat est sans appel. Notre situation épidémique se dégrade très nettement. Il y a quelques jours, je parlais d'un début de vague fulgurante et cela se confirme. Hier, plus de 30 000 cas positifs ont été relevés, un nombre comparable à celui observé au plus haut de la 4e vague. Dans l'actualité de ce mercredi 24 novembre également, la question du tourisme durable en débat aujourd'hui à Porto Vecchio. Quel avenir pour la Corse? Comment développer un tourisme respectueux des territoires? Élus et professionnels étaient réunis aujourd'hui dans l'Extrême Sud pour évoquer cet enjeu de taille. Nous les entendrons dans votre Corsica Zera. Et justement, comment gérer la fréquentation du public tout en protégeant la faune et la flore? C'est le thème de votre Intanto per l'ambiente. Pour en parler, Solange Graziani est aux côtés de Ludovic Martel. Alors nous sommes avec Ludovic Martel, maître de conférence en sociologie au laboratoire LISA de l'Université de Corte. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous avez coécrit cet ouvrage avec d'autres ingénieurs et sociologues, Politique du littoral et sport de nature, où l'on apprend notamment que dans la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio, il y a 283 lieux de pratiques sportives et ludiques. C'est considérable. Tout à fait, oui, 283. Alors des lieux ou des propositions d'activités. En fait, c'est dans l'air du temps. Il y a une demande de la société de manière assez générale à un retour vers la nature. Donc effectivement, ça crée de la fréquentation. Et puis, parallèlement, on a une industrie qui est très innovante et très créatrice en la matière. Régulièrement, vous voyez apparaître sur la plage de nouveaux engins. Le tout dernier, arrivé sur nos côtes il y a à peu près 2 ans, c'est le flyboard. Vous avez une planche sur laquelle vous êtes en appui et vous tenez directement la voile dans les mains, contrairement au kite où vous êtes séparé par des fils. Alors, au sein des aires marines protégées, parfois on s'aperçoit que les activités ludiques et sportives ont un impact écologique plus fort, plus important que les activités dites professionnelles. Il y a pas mal de conflits, effectivement, qu'on retrouve sur les 9 aires marines protégées étudiées, entre les pêcheurs plaisanciers et puis les pêcheurs professionnels, effectivement. Il y a des règles applicables aux pêcheurs de loisirs qui ne sont pas applicables aux pêcheurs professionnels et vice-versa. C'est-à-dire que chaque catégorie de pêcheurs est encadrée par des formes de règles qui sont élaborées par les aires marines protégées. Alors, la réserve naturelle de Scandola est un site inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Il a perdu en 2020 son label d'espace protégé au niveau européen. Est-ce que le problème de la jauge n'est pas clairement posé dans ce cas-là ? Ça sous-entend effectivement qu'en période forte, il faille peut-être arriver à mettre des quotas. Vous avez une initiative qui est assez intéressante, qui est le démarketing que vient de prononcer le parc naturel des Calanques, où l'idée c'est d'arrêter les gens avant qu'ils arrivent sur les plages en leur montrant que les plages sont bondées, qu'elles n'ont aucun intérêt. Donc là, c'est un travail qu'ils sont en train de mettre en place, alors je dirais directement quand on arrive sur site, et puis en amont, il y a aussi tout un travail avec des campagnes d'images, justement de photos de plages bondées, de voies de circulation, parce qu'on est en milieu périurbain en fait sur les Calanques, de foules de gens qui attendent pour justement construire une autre image que celle de la plage déserte que l'on vous vend, qui n'est de toute façon jamais une réalité, en tout cas en pleine saison. Alors, dans la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio, il y a des îlots qui sont interdits donc, au public. Sur d'autres îles, le public peut venir. Il y a aussi des espaces qui sont interdits, mais ils ne peuvent pas s'éloigner de certains chemins. Et les gestionnaires s'aperçoivent qu'il faut aussi mettre en place un service de propreté. Alors tout à fait. Alors, les services annexes qui sont qui devraient pas être annexes d'ailleurs, qui sont proposés par les aires marines protégées, c'est des choses qui sont assez classiques et qui demandent du coup des budgets supplémentaires, voire des personnels supplémentaires. Et c'est une des grosses problématiques des aires marines protégées de manière assez générale. Si on regarde par exemple ce qui se joue du côté des parcs marins, mais en fait pour avoir des équipes qui soient un petit peu étoffées, en fait ces parcs naturels marins sont obligés de répondre à des appels à projets européens de manière à bénéficier de ressources humaines sur des temps contraints. Voilà. En fait, ce qui n'améliore globalement pas les choses, puisqu'ils sont plutôt concentrés sur une mission, même si on arrive à dévoyer un peu cette mission pour les faire travailler sur l'aspect plus collectif et sur le plus long terme. Et ça, en fait, il y a une vraie problématique. C'est-à-dire qu'on a un affichage au niveau national d'un ensemble d'aires marines protégées, etc. et on ne donne pas les moyens de la réussite à cette politique-là.
En fait, on a l'impression que les aires marines protégées sont dans une situation schizophrénique. Elles doivent à la fois, c'est leur mission principale, justement, protéger l'environnement et à la fois faire du développement durable. Justement, est-ce qu'il n'y a pas un problème au niveau de la notion de développement qui induit une idée de quelque chose d'exponentiel ? Alors c'est schizophrénique dans la définition même du développement durable, puisqu'on a un pôle écologie, un pôle économie et un pôle social. Donc l'enjeu, c'est d'essayer de trouver un consensus qui soit équilibré. Toute la problématique, c'est que chacun des pôles, en fait, nécessairement essaye de tirer vers ses propres intérêts ce que doit être la définition du développement durable. Il y a des choses qui se font, par exemple, vous avez une opération qui est conduite à l'heure actuelle dans les Bouches de Bonifacio avec les pêcheurs, où ils sont en train, avec les gens de l'Office de l'environnement, de tester des nouvelles formes de pêche qui renvoient en plus à des aspects traditionnels et des pêches qui seraient moins impactantes. Donc il y a vraiment un travail partenarial autour de cette question-là. Par exemple, c'est pas le seul, hein. Il y a eu des choses aussi sur la plongée sous-marine dans les années 90-2000. Il y a vraiment cette culture, j'allais dire en bas, de travailler main dans la main pour faire en sorte que les choses avancent. Merci Ludovic Martel. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Politique du littoral et sport de nature, aux éditions Coué. Merci. Prochain rendez-vous demain, Intent ou Indefute Bast. Il est maintenant 19h, place à votre Corsica Zère. Et à la une de l'actualité de ce mercredi 24 novembre, généralisation de la 3e dose, renforcement du port du masque, mais aussi du pass sanitaire. Face à un nouveau rebond de l'épidémie de Covid, le gouvernement envisage de nouvelles mesures. Une conférence de presse se tiendra demain, mais les contours de ces annonces ont été dévoilés. Les détails dans un instant. La visite en Corse du ministre conseiller aux affaires politiques intérieures et économiques d'Israël. Après une rencontre avec les élus à l'Assemblée de Corse, ce dernier s'est rendu à la mairie d'Ajaccio. Des échanges avec en vue une possible coopération, notamment sur des projets agricoles. Nous en parlerons dans un instant. Daniel Alevi-Gotchel est l'invité de ce Corsica Zera. Et puis, en cette semaine de promotion des langues régionales sur France Télévisions, on continue de s'intéresser aux initiatives qui les font vivre. À Ajaccio ou encore à Bastia, les noms des rues et autres panneaux de signalisation se listent en langue corse. Mettre notre langue au cœur de la cité et dans notre quotidien, la chose est de plus en plus courante et même au-delà de notre île. Reportage en fin de journal. Notre situation épidémique se dégrade, ce sont les mots du porte-parole du gouvernement. En Corse, les chiffres en attestent également. Alors, pour lutter contre cette 5e vague, de nouvelles mesures vont être mises en place. Elles seront annoncées demain lors d'une conférence de presse du ministre de la Santé. Mais des pistes ont d'ores et déjà été dévoilées à l'issue d'un conseil de défense sanitaire. Alors, à quoi doit-on s'attendre ? Élément de réponse avec Antonin Blanc et Guillaume Leonetti. À la veille d'annonces à peine esquissées aujourd'hui par le porte-parole du gouvernement, la Corse est très concernée par ce 5e pic dû à 100% au variant Delta de la Covid-19. Pour en juger les derniers chiffres, alors que le seuil d'alerte est de 50 cas pour 100 000 personnes testées, il est passé en France à 164 cas pour 100 000, mais il est en Corse du Sud de 252 et en Haute-Corse de 352. En clair, le taux d'incidence dépasse en Corse 300 personnes sur 100 000, en hausse de 40% en une semaine. S'agissant de la pression hospitalière, elle est pour l'instant de 30% des lits de réanimation occupés par des patients atteints de Covid en Corse du Sud contre 38% en Haute-Corse. Des chiffres liés notamment à une vaccination moins forte de 10 points dans le nord de l'île, ce qui inquiète la conseillère territoriale en charge de la santé, Bianca Fazzi. C'est sûr qu'avec la vaccination, on a moins de cas graves. Ce que je peux vous dire, c'est que 86% des personnes hospitalisées sont des gens non vaccinés, dans des formes très graves. Il reste 10 à 14% de gens vaccinés qui, eux, ont des pathologies qui font que la vaccination marche moins. Aujourd'hui, Gabriel Attal a parlé d'une progression fulgurante du virus en France. Olivier Véran, le ministre de la Santé, devrait annoncer plus clairement demain un renforcement du pass sanitaire et des contrôles et un élargissement de la 3e dose, le fameux rappel, pour éviter un Noël confiné. Je vous le disais donc en titre, le ministre conseiller aux affaires politiques intérieures et économiques d'Israël était en visite en Corse aujourd'hui. Après une rencontre avec les élus à l'Assemblée de Corse, Daniel Alevi-Gotchel s'est rendu notamment à la mairie d'Ajaccio. Des échanges avec en vue une coopération économique, notamment sur des projets agricoles. Le récit de cette journée est signé Dominique Moret avec Franck Rombaldi.
Créer des coopérations économiques entre Israël et les régions méditerranéennes, dont la Corse. C'est le but de la visite de Daniel Halevi-Goetschel. Le diplomate était accompagné des représentants de l'association Corse-Israël. Avec le maire d'Ajaccio, Laurent Marcangeli, l'entretien aura duré 1 heure. Il y a des complémentarités, d'allier la tradition agricole corse avec l'expérimentation et la high-tech israélienne. Ça peut nous permettre d'ouvrir des voies de développement très intéressants pour la Corse, pour Israël, et de monter au départ. Ce qui nous intéresse surtout, c'est de créer des échanges dans un premier temps et de faire naître un petit peu ces collaborations très rapidement. Les liens avec la communauté juive d'Ajaccio ont été rapidement évoqués. Dimanche, sur la place des Palmiers, se déroulera la fête d'Hanouka. La fête des Lumières marque le retour au temple dans la tradition hébraïque. Le développement d'éventuelles relations avec Israël restera balisé par les exigences de la diplomatie. On ne peut pas aller au-delà, en tout cas c'est ce que je pense à titre personnel, de ce que définit la politique de notre pays. Je ne vais pas rentrer en dissidence demain avec la politique étrangère de la France en tant que maire de la ville d'Ajaccio et président de la CAPA. Mais ce que nous allons faire restera dans un cadre qui me semble assez respectueux des doctrines de la France en matière de relations internationales. Vous êtes allé sur du concret ? Oui, du concret. Je vous parle d'agriculture, je vous parle de développement des villes intelligentes. Lorsque je vous parle du tourisme, Israël est un pays attractif, y compris au niveau touristique, avec des villes assez actives de bord de mer, méditerranéennes, comme nous le sommes nous-mêmes. Je pense qu'on a des choses à faire ensemble. Daniel Halevi-Goetschel a également été reçu par les présidents de l'Assemblée et de l'Exécutif. Une rencontre que les élus ont souhaitée à l'abri des caméras. Et pour aller plus loin, Daniel Halevi-Goetschel nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, on vient de le voir, vous étiez à Ajaccio aujourd'hui, vous serez à Bastia demain, vous vous rendrez à la Chambre d'agriculture de Haute-Corse. Quel est le sens de cette visite historique sur notre île ? Historique, car c'est la première visite par un diplomate israélien en Corse. Le sens de cette visite, c'est de créer tout d'abord des liens, notamment avec les élus, les hommes politiques, mais aussi avec la société civile, avec des acteurs économiques, avec la presse et avec la communauté juive. Et justement, aujourd'hui, quelle a été la nature de ces échanges ? Justement, nous avons pris contact avec ces élus. Nous avons parlé de façon générale de relations entre Israël et la Corse, les implications de l'histoire sur ces relations. Et nous avons commencé à sonder, à poser les premiers jalons sur d'éventuelles coopérations dans différents domaines. Alors, on va en parler de ces coopérations. Et une politique de coopération, cela se fait en général directement avec les États. Cette relation directe avec les régions, est-ce qu'elle correspond à un changement de politique ? Ça ne correspond pas à un changement politique, ça correspond à une prise de conscience que les régions de France et la Corse ont des prérogatives dans le domaine du développement économique, y compris à l'international. Et donc, nous voulons avoir, au-delà des relations fort importantes que nous avons entre Israël et la France, développer en parallèle et en complément des relations entre Israël et les différentes régions en France. Vous allez donc rencontrer demain des dirigeants agricoles corses à Bastia. Israël a une production agricole importante et une gestion de l'eau tout à fait exemplaire. Que pouvez-vous échanger avec la Corse ? Alors, nous avons pensé qu'effectivement, comme première piste de coopération, le secteur de l'agriculture avait un fort potentiel. Donc demain, nous avons un colloque organisé donc, avec la Chambre d'agriculture à Bastia, qui consiste en fait à présenter aux deux côtés, à Israël et à la Corse, le système agricole de l'autre, expliquer un peu ce qu'en Israël on fait dans le domaine de la recherche et de façon plus précise dans le domaine de l'innovation et des technologies qui sont développées en Israël pour améliorer la rentabilité de l'agriculture, la gestion de l'eau, utiliser les terrains de la meilleure façon en fonction des productions, etc. Voilà, cela ne correspond pas, vous n'intervenez pas seulement sur le plan agricole, mais aussi dans d'autres domaines, donc, comme les technologies de pointe, par exemple. Absolument. Alors, un mot de politique internationale. Israël est au cœur du conflit au Moyen-Orient. Le changement de politique intervenu en juin est-il de nature à modifier les rapports avec l'autorité palestinienne ? Je crois que ce qui est frappant ces derniers mois, depuis même une année, c'est cette nouvelle ambiance qui existe dans la région grâce aux accords d'Abraham.
puisque, comme vous le savez, jusqu'à présent, Israël avait 2 accords de paix depuis fort longtemps, l'un avec l'Égypte et l'autre avec la Jordanie. Et en quelques mois, ces accords de paix se sont étoffés. Et nous avons maintenant des accords et des relations diplomatiques pleines et entières avec les pays du Golfe, avec Bahreïn et avec le Maroc. Donc, ce que nous pouvons espérer dans ce contexte, c'est qu'également les Palestiniens rentrent dans ce jeu et puissent profiter de ces accords de paix et du produit que ces accords de paix peuvent donner aux populations du point de vue du bien-être social et de l'économie. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et notez que vous serez l'invité de Jean-Vitus Albertini vendredi dans l'émission Riviste. En justice, à présent, les suites du procès de Jean-Joseph Aguzzi, cet homme de 66 ans comparé depuis lundi devant la cour d'assises de Haute-Corse. Il est suspecté d'avoir assassiné Laurent Bragogne le 21 juillet 2015 à Bastia pour venger son fils. Hier, l'audience s'est tendue dans un contexte tendu. Aujourd'hui, la personnalité de l'accusé était au cœur des débats. Le compte-rendu de François-Albert Bernard et avec Christian Giuliano. Premier témoin entendu ce matin à la barre, Nicola Aguzzi, c'est la femme de l'accusé. Elle revient sur la journée du 21 juillet 2015 pour lequel son mari est suspecté de meurtre de Laurent Bragogne. Elle explique que le 21 juillet 2015, justement, elle, son mari et sa sœur étaient en train de faire une visite de deuil non loin des lieux du crime, à l'église Saint-Roch. Elle explique aussi que son mari s'est absenté pour emmener leur petite fille à la plage. Elle dit que c'était une journée comme les autres, tout comme son mari qui ne paraissait pas être perturbé par quelque chose. Il ne pouvait pas, dit-elle, commettre un meurtre. Mais pour la partie civile, les témoignages des proches de Joseph Aguzzi ne correspondent pas tout à fait aux auditions transcrites dans l'enquête. Il y a quand même une certaine gêne, une certaine réticence de la part des témoins. Et ça fait partie aussi des éléments qui, à l'occasion d'un procès d'assises, peuvent forger la conviction des jurés. Et ça peut amener à une condamnation. Cet après-midi, plusieurs témoins de personnalité ont été entendus. Ils décrivent Joseph Aguzzi comme quelqu'un de calme, qui adorait son fils et qui ne l'oubliait pas, mais personne ne parle de vengeance. Plusieurs questions ont été aussi posées à l'ancien associé de la victime, Laurent Bragogne. Y avait-il des tentatives de raquettes au bar l'Empire ? Cette hypothèse est balayée par le témoin. À ce stade du procès, la défense estime qu'aucune possibilité ne doit être négligée. Une seule thèse a été privilégiée au détriment de bien d'autres. Et notamment, nous avons entendu tout à l'heure une personne qui a vu quelqu'un venir dans son dos, une personne de grande taille, et quelques instants après, cette personne, ce témoin, a entendu des détonations à l'origine du décès de M. Bragogne. Depuis plusieurs minutes maintenant, la Cour procède à l'interrogatoire de l'accusé Joseph Aguzzi. Le président pose des questions notamment sur l'assassinat de Marc Aguzzi, son fils, en 1999. Parallèlement, le ton est monté entre les avocats de la défense et des parties civiles entre deux réponses de Joseph Aguzzi. Les avocats sont quelque peu invectivés. Le procès, quant à lui, prendra fin vendredi. Dans le reste de l'actualité, cette image symbolique, un nouveau banc rouge a été inauguré à Bigoul il y a en cette semaine de lutte contre les violences faites aux femmes. Des mobiliers urbains visibles mais sans ostentation pour rendre hommage aux victimes et éveiller les consciences. Après cette inauguration, une table ronde était organisée au Spazio Culturale Carlo Rocco en partenariat avec l'association Femmes Solidaires de Corse. Écoutez. Ce banc est un symbole fort parce que justement, il engage aussi toute une municipalité, les élus de cette commune, à ne pas agir sur une seule journée, mais à poursuivre ce combat pour diminuer ce fléau. Les chiffres restent encore très alarmants puisqu'on compte à peu près une centaine de femmes aujourd'hui encore victimes de féminicide et l'année n'est pas terminée. Nous avons de fortes craintes que ce chiffre n'augmente. L'économie à présent avec la première édition des ateliers du tourisme durable qui se tenait aujourd'hui à Porto Vecchio et cette question, comment développer un tourisme respectueux des territoires ? Un enjeu de taille, surtout dans cette région de l'extrême sud, première destination touristique insulaire. Frédéric Roche, Daniel Bansard. Donc ici on est sur l'atelier Construire le bien commun. Est-ce que tout le monde est plus ou moins à l'aise avec la notion de bien commun ? Gérer au mieux les ressources naturelles et culturelles de la Corse, c'est le sens de cet atelier. Au total, 4 tables rondes et le tourisme débattu sous tous les angles cet après-midi à Porto Vecchio. Les enjeux sont de taille avec plus de 3 millions de visiteurs annuels, 10 touristes pour 1 habitant. Il est donc important de préparer le futur.
On voudrait arriver à mettre en place une annualisation du tourisme pour que les gens de la région puissent en vivre de manière économique toute l'année et surtout qu'on puisse régler des problématiques qu'on a, notamment en matière de transport, de formation, parce qu'on sait qu'il manque énormément de saisonniers. 5 à 6 000 saisonniers manqueraient en Corse du Sud, qui est la première destination de l'île. Une réflexion pour former du personnel, créer des écoles est lancée. Autre problématique de taille, la surfréquentation. On a des sites vulnérables en Corse. Il faut faire l'effort de bâtir un système de gestion des flux qui permettent d'éviter les surfréquentations humaines. J'aime pas le mot surtourisme parce qu'en fait c'est la surfréquentation humaine. Donc il faut répondre à cet impératif. La mise en place de quotas dès l'été prochain n'est pas exclue. La gestion des flux est le grand défi de demain et la Corse a un atout, celui d'être une île. Et la particularité d'une île, c'est qu'il y a des points d'entrée obligatoires, des points de passage obligatoires, ce qui facilite grandement la gestion des flux. Donc ça, c'est vraiment la qualité de la Corse. Des flux raisonnés, une offre touristique variée et de qualité, c'est tout le sens de ces ateliers qui livreront dès demain une feuille de route pour les années à venir. Le tourisme, justement, c'est l'objet de notre regard web du soir. Dans un contexte d'inflation économique sur fond de crise sociale, certains secteurs, comme l'hôtellerie-restauration, réclament par la voix des syndicats une augmentation des salaires. Une demande qui passe surtout par une baisse des charges de l'État, selon le patronat et les représentants institutionnels. Un article complet vous attend sur notre site internet corse.france3.fr. On parlait tourisme durable à l'instant. On continue d'évoquer l'environnement avec le programme européen Adapto. Une délégation du Conseil national scientifique du Conservatoire du littoral était en visite ce matin à Vensolasque, à objectif étudier les impacts du réchauffement climatique sur nos littoraux et commencer à réfléchir aux solutions pour limiter l'érosion. C'est ce que l'on voit avec Antonin Blanc et Guillaume Leonetti. Va-t-on voir disparaître les genevriers à gros fruits sur le delta du Golo ? Face à la montée des eaux, ces espèces rares en Europe sont de plus en plus menacées. À l'embouchure du fleuve, c'est même 95% du peuplement qui a disparu depuis 1937. Alors qu'est-ce qu'on peut faire dans l'avenir ? Surtout pas résister contre l'érosion, ce serait complètement vain. C'est peut-être favoriser la translation, la translocalisation de ce peuplement vers l'arrière, vers le sud, sur des terrains où on favoriserait le peuplement de genévrier aux dépens, par exemple, de la forêt méditerranéenne, le chêne ou le maquis. Cet impact de l'érosion du littoral, une trentaine de scientifiques est venue le constater de ses yeux. Et parmi les questions mises sur la table, il y a celle de la construction. C'est pas sur le permis de construire qu'on intervient là, c'est surtout en fait pour montrer qu'il y a besoin d'une stratégie par rapport à tout ce qui est submersion marine et érosion sur les espaces littoraux et notamment les espaces littoraux corses. Donc on est là sur un cas qui montre qu'il faut essayer d'anticiper en fait ce phénomène de changement. Mais malgré les risques de montée des eaux, certains choisissent de construire à seulement une trentaine de mètres de la mer, comme ce restaurant qui devrait sortir de terre pour l'été prochain. Le propriétaire a préféré le court terme. Ce qui était proposé dans l'étude ne lui convenait pas et il préférait largement rentabiliser, faire ce pari sur 15 ans. Le Conservatoire du littoral, lui, a déjà pris l'initiative de reculer un parking de 150 mètres pour l'éloigner de la mer. Aujourd'hui, le réchauffement climatique ne fait qu'aggraver le phénomène d'érosion. C'est très léger en réalité, c'est cette notion d'augmentation un peu de température, de modification des espèces qui migrent et ce genre de choses, un peu le trait de côte qui bouge un peu. En fait, tout ça, on sait qu'il y a une bascule aux environs de 2040-2050 tout ça va s'accélérer très, très, très fortement, notamment la température de l'air. Et donc, c'est cette inquiétude, c'est cette projection, comment on va anticiper cela qui est important. Selon les estimations du Conservatoire du littoral, le trait de côte, la limite entre la terre et la mer, sur ce site de la Moukiatane, pourrait reculer jusqu'à 100 mètres à l'horizon 2050. En cette semaine de promotion des langues régionales sur France Télévisions, on continue de s'intéresser aux initiatives qui les font vivre. À Ajaccio ou encore à Bastia, les noms des rues et autres panneaux de signalisation se listent en langue corse. Mettre notre langue au cœur de la ville et dans notre quotidien, la chose est de plus en plus courante, même au-delà de notre île. C'est le cas en Alsace, par exemple. Le reportage de Marc-Antoine Renouch avec Lionel Uchan. Ces dernières années, elles se sont multipliées sur les murs et les devantures des bâtiments. Les inscriptions de noms de rues, de lieux ou d'institutions sont désormais la plupart du temps en langue corse.
Les panneaux sont devenus des piliers de la politique linguistique des pouvoirs publics. La langue corse, elle ne doit pas être juste concentrée dans les écoles. Quand les enfants sortent, ils doivent pouvoir voir leur langue corse présente sur les bâtiments communaux, à l'intérieur, etc. Mais au-delà, pour aller au-delà, je pense que la langue corse aujourd'hui doit être présente dans la société, au-delà des Corses et au-delà de nos enfants. Ceux qui nous visitent veulent voir la langue corse. Ceux qui nous visitent veulent entendre notre culture, veulent entendre nos chants. Donc la langue corse, pour moi, doit être présente à 100%, surtout sur tout ce qui est créé. À Bastia, l'objectif à moyen terme est que tous les noms de rues soient inscrits au minimum en bilingue. Même les panneaux de signalisation sont en corse. Ici, comme à Ajaccio, la volonté est également d'éviter un écueil pointé par certains, celui de réduire la langue à l'état de symbole ou même de slogan. Non, ce n'est pas un slogan. Bien entendu, ça ne peut pas être le seul axe d'intervention d'une politique linguistique, mais ça fait partie de notre stratégie de normalisation, c'est-à-dire rendre dans l'espace public la langue corse normale. Bien entendu, nous avons d'autres projets, on va dire, plus structurants. Mais que l'habitant ou que le touriste sache où il est, sache pourquoi la ville est organisée comme ça, sache qui ont été les personnes qui ont marqué la ville, sache comment la ville a été pensée, c'est aussi un critère d'attractivité du centre-ville. À presque 1000 km de là, en Alsace, et plus exactement à Mulhouse, les initiatives sont similaires. Certaines critiques rappellent même parfois ce que l'on a entendu en Corse par le passé. Exemple, le terme folklore quand on fait référence à l'alsacien. Nous ne sommes pas dans le folklore, mais bien dans la réappropriation d'un patrimoine nous avons tous en héritage, que nous pouvons partager d'où qu'on vienne, quelles que soient nos origines. Être mulhousien, c'est partager le patrimoine alsacien, sa langue, sa culture, ses traditions, son terroir aussi. L'alsacien subit en revanche la concurrence d'une autre langue voisine en plus du français, celle de l'allemand, notamment à l'écrit. Une langue qui n'est plus très parlée, c'est-à-dire qui n'a plus été vraiment transmise, et ceci depuis maintenant une ou deux générations, pour exister, a besoin d'un support écrit, ne serait-ce que pour l'enseignement. Voilà. Par rapport à d'autres langues, le corse aurait donc un peu d'avance dans certains domaines. Pour autant, son usage semble se restreindre peu à peu à des situations et à des lieux particuliers. Sono piuttosto studi giovani o persone anziane? No, anziani. Il giovane tiene poco. Dans ce cadre, la signalétique peut être un des moyens de promotion de la langue, avec pour but notamment que le corse ne disparaisse pas de notre environnement visuel et donc de notre mémoire. Et ainsi s'achève votre Corsica Zera. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Dans un instant, l'actualité nationale et internationale. Avec à la une ce soir, nous l'évoquions dans ce journal, le plan du gouvernement pour sauver les fêtes de fin d'année. Renforcement du port du masque à l'intérieur et à l'extérieur. 3e dose pour tous. Et tour de vis sur le pass sanitaire. La pression est mise sur les non-vaccinés. Les mesures seront détaillées demain par Olivier Véran. L'information insulaire revient à 20h dans le Noticial de Jean-André Marchiali. Bonne azère.